Aujourd'hui, je vais me confier un petit peu sur une analyse un peu plus émotionnelle, même si c'est toujours très émotionnel sur cette chaîne, mais j'ai sûrement appelé la vidéo Les Derniers Bretons. Effectivement, il y a déjà un livre qui a été écrit et qui portait ce nom-là. C'est pas du tout une référence à ce livre-là, c'est plutôt une sensation d'être les derniers Bretons. Et je voulais expliquer un peu tout ce que ce terme renferme pour moi. Dans l'histoire de la Bretagne, le XXe siècle, c'est un siècle très particulier, fait d'énormément de bouleversements. C'est sûr que l'histoire du pays, l'histoire des gens, de mes ancêtres, de vos ancêtres, n'est pas une ligne droite discontinue qui n'aurait été altérée par aucun changement, par aucun bouleversement. Il y a eu tellement de bouleversements ces derniers siècles. Mais précisément, celui du siècle dernier, il est sans pareil. Ce bouleversement-là, c'est celui qui nous a fait tout oublier, c'est celui qui nous a fait tout abandonner, jusqu'à abandonner notre propre langue. C'est toujours la même discussion, on l'a pas abandonné comme ça, comme si de rien n'était. Il y a eu plusieurs forces qui ont contribué à ça. Mais parmi toutes les forces qui ont détruit cette langue ou qui ont cherché à la détruire, il y a notre propre mentalité. Et la manière dont on a réagi aussi à la modernité, par exemple. Quand je dis les derniers Bretons, je parle de moi, mes amis, mon frère, et toute une génération comme ça de jeunes hommes, jeunes femmes qui sont nés dans les années 2000, on va dire. On est les derniers à avoir pu connaître ou à pouvoir connaître encore aujourd'hui, et c'est justement la fin, des gens qui sont nés en ayant le breton comme langue maternelle, des gens qui sont nés et qui ont grandi dans le monde rural. Et quand je dis monde rural, je parle bien de la Bretagne rurale, celle qui pendant des siècles a perduré comme ça, et qui tout à coup s'est arrêtée. La Bretagne rurale, c'était pas juste être paysan et travailler au champ, mais c'était un rapport spirituel à la terre, un rapport poétique avec l'existence, avec la vie, avec les veillées, avec les chants, avec la danse. C'était toute une culture, en fait, qui s'est perdue comme ça, et pas qu'en Bretagne et d'ailleurs. Il y a vraiment cette sensation-là d'avoir du jour au lendemain, comme ça, tout jeté, quoi. Avec en plus la honte par-dessus, qui s'est transmise. Et aujourd'hui, nous, qui sommes nés en 2000, nous sommes des Français comme les autres pour la plupart. Nous ignorons ce passé-là. Nous n'avons pas plus prêté intérêt que ça à notre lignée, à quel monde on découlait. Ça nous intéresse pas plus que ça, parce qu'en même temps, on baigne dans une autre culture, quelque chose de plus mondial. Notre culture, c'est devenu YouTube, c'est devenu Netflix, c'est devenu la même que partout, en fait. La plupart des gens ne découvriront jamais tout cet héritage. La plupart des gens, le découvrant, n'y verront pas d'intérêt. Mais je pense qu'il y a quand même une grande partie des jeunes aujourd'hui qui ont besoin de savoir d'où ils viennent, qui ont besoin qu'on leur raconte, et plus encore, qui ont besoin qu'on leur donne envie de savoir, qu'on leur donne envie de s'approprier tout ça. La culture capitaliste, la mondialisation, le mélange des populations, tout ça est en train de mettre fin à un monde très très rapidement. Si un jour ça doit se terminer, je me rappellerai de mon arrière-grand-mère, que j'ai eu l'immense chance de connaître jusqu'à mes 19 ans, et qui m'a transmis beaucoup d'histoires, à une époque où j'avais pas découvert ce lien avec la Bretagne précisément, mais en tout cas le lien avec le passé, je l'avais. Le lien avec le spirituel. À l'époque, je pensais plus au paranormal, parce que pour moi tout ça c'était du paranormal. C'était un goût pour tout ce qui était mystique. Quand je questionnais mon arrière-grand-mère sur tout ça, j'avais quelqu'un qui me comprenait, qui me racontait des histoires et qui n'était pas à côté de la plaque. J'avais pas quelqu'un qui me disait oh, arrête avec tes histoires, arrête avec... Tout ça c'est le passé, tout ça, ça n'a pas de... Voilà, il n'y avait pas cette manière de penser là. Elle avait évidemment pris goût à la guisquère, elle avait évidemment pris goût à s'habiller comme on s'habille en ville, à remplir sa maison de meubles modernes. Évidemment qu'elle avait participé à tout ça, évidemment qu'elle y avait pris goût. Mais il y avait quand même chez mon arrière-grand-mère le sens de garder ce qui était bien quand même du passé. Il y avait quand même des photos de ses parents sur la cheminée. Il y avait quand même tout ça qui restait. La langue bretonne qui restait. Et puis surtout le goût du passé. Le goût de parler des morts. Moi, la mort, je l'ai connue très tôt dans ma famille, de très près. J'ai grandi avec la mort, comme quelque chose qui était dans mon ADN, quoi. J'ai jamais vraiment eu peur d'en parler, quoi. C'est un sujet qui est familial, donc toute ma famille était touchée par la mort. Et je trouvais chez mon arrière-grand-mère, comment expliquer? Elle était touchée par ce sujet, mais elle pouvait en parler, quoi. Elle pouvait en parler et elle en parlait. Et c'était facile, c'était normal, c'était comme ça. Voilà ce que j'ai pu toucher de près du monde de mes ancêtres.
et qui de génération en génération se transmettait et qui atterrit comme ça en la personne de mon arrière-grand-mère et après qui a cessé de se transmettre puisque mes grands-parents ont un peu cessé d'incarner tout ça. C'est un peu la fracture, c'est le moment où la chaîne s'est brisée, ceux qui sont nés dans les années 40 quoi. Et aujourd'hui j'ai pas du tout les mêmes discussions avec ma grand-mère qu'avec mon arrière-grand-mère. Elles sont très très différentes, pourtant il y a juste 20 ans d'écart qui séparent leur naissance, mais c'est deux mondes différents. Pourtant ma grand-mère a grandi à la ferme aussi, elle a connu la vie paysanne, elle est partie assez tôt mais elle l'a connue. Et bientôt, les futurs grands-pères, les futures grand-mères seront eux-mêmes les petits-enfants de gens qui sont morts il y a longtemps et qui ont porté et qui étaient les derniers à porter tout ça. J'ai l'impression qu'on est les derniers Bretons dans le sens où on est les derniers témoins d'un certain monde et qu'on est les derniers à être comme ça, dans la ruine, entourés de fragments. Et avant que le bulldozer passe et qu'il emmène tout à la benne, on peut récupérer. On peut récupérer, on sait que ce sont des fragments riches. On sait. Bientôt on oubliera que ce sont des fragments riches. On parlera de tas de cailloux. Mais pour l'instant, nous on sait que c'est pas des tas de cailloux. Si on les fructifie, si on les met comme ça et qu'on les regarde un peu, on peut en tirer quelques enseignements. On peut mieux se situer. On peut se créer des repères. Seulement, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore assez pris conscience de tout ça. Qu'il faut des gens pour récupérer ces fragments, les mettre en avant, les valoriser, et puis les montrer aux autres en leur disant « Vous n'êtes pas obligés, hein, si vous voulez, mais voilà, c'est vous. Ces fragments-là, c'est vous. » Je visualise souvent de plus en plus mon existence comme une longue chaîne, avec plein de petits maillons comme ça, les uns accrochés aux autres. Moi, je sais que je suis tout au bout, mais avant moi, il y en a plein d'autres. C'est vrai qu'il y a la sensation que la chaîne a été brisée, quoi. Il me manque beaucoup de choses, quoi. Il me manque beaucoup de choses. J'en ai peut-être déjà parlé, mais quand j'étais surveillant dans des lycées ces dernières années, j'ai côtoyé la jeunesse bretonne, quoi. J'étais surveillant d'internat, donc je les voyais, ils se confiaient. Et puis je voyais à quel point certains étaient vraiment perdus. En plus des problèmes psy, il y avait des jeunes qui étaient juste perdus, quoi. Ça se sentait dans leur manière d'être, dans leur manière de ne pas s'estimer, ou dans leur manière de ne pas avoir de caractère, d'être influençables, par exemple. La manière dont ils se voyaient, la manière dont ils s'estimaient eux-mêmes, c'était creux, quoi, c'était vide, il y avait une coquille qui était vide. À certains, je leur ai rappelé que leur nom de famille voulait dire quelque chose. Galou, Corlosquet, des noms comme ça qu'on entend un peu par-ci par-là. Et je leur demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Ils ne savaient pas forcément, ils étaient peut-être un peu trop jeunes aussi. Et puis je leur parlais de leurs grands-parents. Ils voyaient bien que j'étais jeune, j'avais 21, 22 ans. Eux, 15, 16 ans, j'étais plus un grand frère, quoi. Et je me posais des questions que c'était jamais posées. Ça faisait des déclics un peu. Et voilà dans quelles circonstances j'imagine que ces déclics-là peuvent donner lieu à des manières d'exister beaucoup plus complètes, beaucoup plus, on dit souvent, enracinées. Mais moi je pense plutôt quelque chose d'équilibré. L'image des racines est magnifique, l'image de l'équilibre je la trouve très belle aussi. Et voilà, je pense que ça peut apporter un équilibre de savoir tout ça. Des fois je me dis, punaise, c'est bientôt fini, quoi. Même moi, je suis un produit étrange. Une sorte de breton bâtard, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je suis un breton parce que c'est dans mon sang, parce que c'est dans mon cœur. Mais en soi, je suis quand même pareil que les autres, en fait. Il faut creuser pour savoir qu'est-ce qui me différencie. Et je trouve ça catastrophique. Pas parce que je voudrais être différent des autres, mais parce que je sens qu'au fond de moi, je le suis. Parce que je viens pas du même monde que les autres. En France, par exemple, j'ai vécu ailleurs en France, je venais pas tout à fait du même monde que mes camarades. Je venais pas tout à fait du même monde que le petit-fils d'immigrés italiens, que le petit-fils d'immigrés portugais. Eux, ils venaient d'un autre monde que moi, par exemple. Et ils le savaient. Ils le savaient pertinemment. Que moi, c'était plus compliqué à expliquer. Pourtant, c'était pareil. Ce qui s'est passé au siècle dernier, c'est comme une reconstruction après une destruction. Il y en a qui diront que c'est du rafistolage. Il y en a qui diront qu'on a perdu un truc. Et c'est vrai que des fois, on a la sensation d'avoir perdu quelque chose. Des fois, je comprends pas, je devrais être content au festival de Cornouailles. Je devrais être fier. Et puis, il y a 1 ou 2 minutes comme ça chaque année où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fout là derrière des barrières? Pourquoi je porte pas le costume? Pourquoi je filme? Je devrais pas filmer, je devrais être dans le costume. Je devrais être en train de danser là. Parce que c'est la fête. Il y a des moments où je peux plus supporter d'être juste un consommateur, quoi. Un consommateur de culture morte
qu'on est bien content de voir déambuler une fois par an. Hop, on dépoussière, on sort du grenier, puis on va applaudir, quoi. J'ai pas envie que mon pays soit un musée. J'ai pas envie que mon pays soit un cimetière. J'ai envie que ce soit dans le quotidien. L'idée de la Bretagne, elle est loin d'être oubliée. Mais la conscience de ce que c'est, la symbolique, on n'est pas loin. Et pour moi, le jour où on a oublié tout ça, eh ben on a oublié la Bretagne. C'est plus qu'une marque, la Bretagne. C'est plus qu'un slogan. C'est plus qu'un produit de vente. C'est tout un monde, tout un univers. C'est la mémoire de mes ancêtres. C'est ceux qui m'ont donné la vie. Cela apportait quelque chose. En 2 générations, bah, les petits ont balayé, quoi. C'est pour ça que des fois, je discute avec des tas de causes, des mamgos qui ont 60-70 ans. Et bah, dans leur mémoire, dans leur mentalité, je les vois comme des enfants, quoi. Je les vois comme les petits-enfants de mes vrais ancêtres. Un peu, quoi. Il y a une sensation de les écouter parler et de voir qu'ils ont rien gardé, quoi. Ce sont les premiers à s'être extraits comme ça de la lignée, de s'être extraits du train. Et c'est vrai que des fois, ça fait des êtres assez puérils. On a vraiment la sensation de parler à des enfants. Mais dans leur méconnaissance des choses, dans leur manque de sagesse, dans leur agacement vis-à-vis de tout, et dans le fait aussi qu'ils ont traversé des décennies de bouleversements technologiques. Ils ont tout pris, ils n'ont pas suivi, et ça fait des êtres un peu spéciaux, qui pourraient être mes grands-parents, mais des fois qui sont des enfants, quoi, tout simplement. Et puis je les vois petits quand ils couraient dans les champs dans les années 50, 60. Je les vois petits, ils sont toujours comme ça. Et je me dis, essayez de me parler de vos parents, de vos grands-parents, un petit peu, quoi. Puis il n'y a pas beaucoup de réponses des fois en face. Ils n'ont pas regardé, quoi. Ils n'ont pas retenu, ils n'ont pas écouté. Parce que même on leur a pas raconté, parce que même on leur a pas parlé breton. C'est tellement dur et délicat, l'histoire de notre peuple, que voilà, c'est très émotif comme vidéo, comme discours. Et c'est une sensation que j'ai, et qui peut-être en la partageant, pourrait créer chez vous ce que ça crée chez moi. Donc parfois, c'est vrai que ça peut créer de la mélancolie. Parfois, ça alimente le feu. Il reste quand même énormément de fragments, pour revenir sur cette idée qu'on est entouré de petits fragments. Il reste énormément de choses qui nous ont été laissées comme ça. C'est un pays très généreux. Il reste énormément de choses. Il y a eu beaucoup de documentation. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des étrangers, que ce soit au niveau de la photographie. On a énormément de photos de notre pays, de ce monde-là. On a énormément, avant les photos, d'œuvres d'art, de peinture, de lithographie. On a des traces, on a beaucoup de traces. C'est là, c'est partout, tout autour. Je reviens sur l'art parce que c'est aussi mon métier. L'art pourrait permettre de remettre ça au goût du jour, de revaloriser tout ça. Et ça pourrait permettre de leur donner envie de clamer enfin et de prendre conscience que c'est à eux, que c'est leur histoire. C'est une responsabilité, hein. Il faut savoir en parler, il faut la connaître un minimum. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien à soi? Qu'est-ce que ça nous fait du bien entre nous? D'avoir quelque chose de commun, une connaissance commune, un passé commun. Qu'est-ce que ça fait du bien d'en parler, de l'invoquer, ce passé? Et qu'est-ce que ça fait du bien au monde, aux gens d'ailleurs quand ils viennent, à la richesse de ce monde? Voilà, c'est bénéfique en tellement de points, que ce serait tellement triste de le laisser pourrir comme ça. Ce sont des choses endormies qui n'attendent qu'à être réveillées et réinterprétées aussi, parce que bien souvent, notre mentalité est maintenant très scientifique, rigoureuse, il faut la preuve, il faut la source. Des fois, en mettant ça de côté, on se rapproche un peu plus de nos anciens. Et je m'autorise à réinterpréter des choses du passé, sans l'aval de personne, sans avoir vérifié quoi que ce soit de scientifique. J'interprète. Je décide que pour moi, ça veut dire ça. Ça me fait du bien, et c'est tout. Et dans cette pratique-là, je pense que je m'ancre dans la tradition, dans un réflexe qu'il y avait avant. J'interprète à partir de ce que ça m'évoque, j'interprète à partir de liens que je fais entre plusieurs choses qui constituent le passé d'ici. Mais voilà, je recrée en fait quelque part une mythologie, je recrée une culture à partir de fragments clairs. Et je pense que le faire avec poésie, tout en ayant un regard critique, je pense que c'est très bien. Peut-être qu'on est les derniers Bretons et qu'on restera les derniers Bretons d'une Bretagne faite de siècles de ruralité, faite de siècles d'une sensibilité particulière. Mais on peut peut-être devenir les premiers Bretons d'une autre Bretagne. J'ai fait une gravure qui illustre un petit peu ce côté-là, d'une rencontre entre l'ancienne Bretagne et la Nouvelle-Bretagne. On voit un jeune Breton du futur en scooter arriver sur une plage
et s'apprêter à rencontrer une arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je sais pas trop ce qu'ils vont se dire, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir se raconter, étant donné qu'elle parle sûrement pas le français, et lui ne parle sûrement pas le breton. Mais dans l'idéal, c'est quelqu'un qui a réappris le breton, et qui peut, malgré les différences de prononciation, comprendre son ancêtre. Tout n'est pas jeté dans le passé, quoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui nous aideraient. Le scooter est sur un chemin zigzagant un petit peu, qui mène à cet ancêtre. Et voilà l'idée que j'aime cultiver aussi, quand moi je cherche à me situer. C'est l'idée que je me situe dans le même sillon que mes ancêtres. Je pense beaucoup à mes ancêtres, ou du moins au concept, à l'idée que je m'en fais. Je pense énormément, et ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide beaucoup. La vardine da galo non